première partie de l'interview réalisée au Musée des Vampires le 19 juin 2006 avec Antoine Cervero. Et donc il va consister en un premier entretien avec Antoine, concepteur des effets spéciaux sur Zombie Killer, également figurant puisqu'il interprète le rôle d'un zombie un peu délirant, un peu féroce évidemment puisque c'est un zombie. Merci de te présenter, Antoine. Oui, Antoine Cervero donc. Alors je commence par quoi? Je commence par mes premières formations. Donc c'était quand même important, j'ai pris des cours de dessin par correspondance et ça m'a permis même d'apprendre des bases au niveau du cadre. Finalement le dessin fait penser au cinéma, on apprend à composer une image. Et ensuite j'ai pris des cours de formation de maquillage en effets spéciaux chez Michel Soubeyran, l'atelier Michel Soubeyran. Et pour finir, j'ai pris une formation de caméraman, mais ça c'est pour autre chose, un projet pour moi. Donc voilà ce que j'ai suivi comme formation. Donc, Antoine, tu es le fondateur avec Christian Le Targa de la société Animagique qui avait pour but de participer à des tournages de films fantastiques, mais pas seulement, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc cette société n'existait que sous forme fantomatique, Animagique, et ça nous a permis de travailler sur le film de Franck et Canard, donc, et aussi sur des films de Norbert Luthier, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à en dire. Je continue de faire des effets spéciaux, c'est vrai, mais Animagique, voilà, ça existe sans exister, quoi. Donc Antoine Cervero, tu as participé à l'élaboration des effets spéciaux sur le film. Également, tu as participé au tournage en tant que figurant, comédien, en interprétant le rôle d'un zombie. Est-ce que tu peux revenir sur ton rôle de concepteur des effets spéciaux dans un premier temps et nous raconter un peu ton parcours et ton aventure au sein de Zombie Killer, et dans un deuxième temps nous faire partager un peu ton expérience de comédien et de figurant lors de ce tournage? Disons, je vais essayer de résumer quand même. Mais je voulais dire, j'y tiens absolument, que l'aventure de ce film pour moi a été très importante. Vraiment, je suis vraiment fier de ce qui s'est fait autour de ce film, pas forcément de mon travail. Maintenant, oui, bon, j'ai conçu des prothèses, mais j'ai quand même travaillé sur ces prothèses avec Celtic et avec Stéphanie Michel, qui m'ont beaucoup aidé. Il y a eu des moments de joie, mais en même temps, bon, je n'oublie pas que j'ai flingué le blouson de Celtic, entre autres. J'espère qu'il ne m'en veut pas, maintenant. À propos du rôle de zombie que j'ai interprété, bon, j'y ai pris beaucoup de plaisir aussi. Je ne vais pas revenir pendant 3 heures là-dessus, mais c'est vrai que c'est un pied infernal, quoi. Il y a une chose que je voudrais ajouter quand même. Bon, je peux en parler après, mais c'est super important ce film-là, Zombie Killer, et c'est super important de vouloir tourner un film comme ça, même si on a des petits moyens. Si on a envie de se lancer dans ce genre d'aventure, je dis ça parce que peut-être que certaines personnes se disent « Oh, on a un matériel de merde ». Non, il faut y aller. Si vraiment il y a une envie comme ça peut être n'importe quoi, un peu là, il faut y aller. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci Antoine. Donc, pour finir, est-ce que tu as des anecdotes sur ce tournage dantesque qui a duré, je le rappelle, un peu plus de 11 mois? Anecdote humoristique ou anecdote de tout travail? Type d'anecdote, évidemment. Oh, il y en aurait 5, on pourrait faire 2 heures là-dessus. Moi, je me rappelle d'une bataille avec Claude qui était hyper drôle. Je crois qu'on a pris un pied infernal à faire ce film. Voilà, sorti de ça, qu'est-ce qu'on pourrait... Bon, honnêtement, je veux pas. C'est dur parce que les gens qui voient ce film prendront du plaisir, j'espère, à le revoir, parce qu'il y a eu la VHS avant. Mais ce qu'ils ne savent pas, et c'est toujours pareil, c'est qu'il y a eu des moments de délire terribles, quoi. Les gens ont travaillé, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a pu se fondre de la gueule. Par moments, il y a eu des engueulades aussi, mais bon. Mais les gens ne se rendent pas compte de l'aventure du film. C'est vraiment que c'est... Non, honnêtement, je ne peux pas détailler, il faudrait que je cherche dans mon cerveau, et là, pour 3 heures, non.
Antoine, pour toi, la différence entre tournage amateur et tournage professionnel, si tu peux résumer très vite. Résumer très vite. Je pourrais simplement dire que Franck Ecalard, c'est pas parce qu'il est là. Je trouve qu'avec ce qu'il a appris dans sa formation, je trouve qu'il se débrouille pas mal quand même. Parce qu'il a fait un travail fabuleux. Il y a une scène par exemple de montage autour d'un œil arraché. On a l'impression que c'est chronométré. C'est hallucinant. Il y a ça, il y a ce montage de plans comme ça. Il y a, je sais pas, il y a, rien que le plan du générique là, le début avec cette caméra. Bon, pourtant on connaît ce genre de plan. Dans Evil Dead, il y a ça aussi. Mais je trouve que c'est vachement intéressant à ce niveau-là. Même au niveau de la mise en scène, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que le travail qui est fait avec Guy Godefroy et Sylvain Charlet vaut quand même le détour. Bon, en plus là, il avait 2 comédiens qui viennent du théâtre aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne. Mais dans l'ensemble, je trouve que le plan fonctionne à, je dirais, à 98%. Donc moi, j'estime que Franck Ecalard est déjà pro dans sa partie, peut-être sans avoir fait de grandes écoles. Maintenant, au niveau du Z, je vois pas trop ce que je peux dire. Simplement ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, à savoir que les gens qui ont envie de tourner, Godard l'a déjà dit, on peut trouver des caméras dans le commerce plus ou moins chères et il faut y aller. Voilà. Donc c'est un encouragement que tu lances à tous les cinéastes en herbe. Complètement. De toute façon, ce que je dis, ça sert à rien parce qu'il y a déjà des gens qui tournent dans leur coin, même avec des comédiens pros. Donc ce que je dis en plus, je balance toujours une porte ouverte. Voilà. Mais c'est important, il faut y aller. Que ce soit un film de science-fiction, d'heroic fantasy, Mad Max, il faut y aller, quoi. Donc dernière question, Antoine, tu es toi-même concepteur d'effets spéciaux, hein, donc tu as travaillé sur le projet personnel Ridis, donc péplum psychédélique fantastique, sur lequel tu travailles d'arrache-pied. Tu as conçu les effets spéciaux et notamment les séquences de stop motion, hein, qu'on appelle image par image chez nous, et qui ont été immortalisées par des artistes comme Ray Harrison ou Willis O'Brien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette méthode? Ouais, et puis Jim Danforth pour être clair, bon, moi j'aime beaucoup l'animation de volume qu'on appelle l'animation traditionnelle, dont s'est servi beaucoup Jean-Manuel Costa et Sébastien Fernandez qui m'a appris les bases. En fait, je me suis beaucoup appuyé sur Jean-Manuel Costa et Sébastien Fernandez et son frère aussi, qui m'ont appris les bases de l'animation, concevoir une marionnette d'animation, son armature, et tout le travail avec le latex, etc. Donc je leur dois énormément. Et par contre, je suis peut-être, je pense que je suis meilleur sculpteur qu'animateur. Bon, je suis content des derniers plans pour mon film, des plans de serpents de mer qui vont me servir pour le film. Donc je suis assez content à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, c'est ça, c'est une tradition qui pour moi est très importante. L'image de synthèse, j'ai du mal à m'y faire. Je n'y trouve pas autant de joie que je l'aurais voulu. Maintenant, l'image de synthèse évolue régulièrement, hein, après Max Schreck, je ne sais quoi. Donc voilà, je suis un fan de l'animation de volume. Je peux pas mieux dire. Mais à la limite, je suis peut-être plus intéressé par la sculpture. J'aimerais à nouveau faire l'animation de volume, c'est vrai, j'ai d'autres projets. Et j'espère que ça va pas rester simplement des projets. Ok, merci Antoine. Donc c'était Antoine Servero pour l'interview de Joe Blood Manson sur le tournage de Zombie Killer.
Donc je m'appelle Frank Ekalar, alias Joe Blood Benson, réalisateur amateur d'un film qui se nomme Zombie Killer, qui a été tourné entre 1992 et 1993, qui a été terminé en 97, projeté lors d'une soirée mémorable au bar Le Comte Dracula, dans le 12e arrondissement de Paris à l'époque. Ce film est un moyen métrage fantastique, gore, expérimental, tendance underground, il bénéficie actuellement d'une sortie d'une édition DVD par le biais de l'association Cinart, une association dédiée aux films de genre et au cinéma underground sous tous ses aspects, y compris le cinéma amateur que je représente. Voilà. C'est un hommage au réalisateur de Z italien, ce pseudo en fait, Joe Blood Benson. Donc pourquoi j'ai décidé de prendre un pseudo pour la réalisation de ce film? Tout simplement parce que dans les années 80, j'étais vraiment fasciné par cette manie qu'avaient les réalisateurs italiens de prendre des pseudos systématiquement à chaque sortie de film, notamment pour pouvoir vendre à l'exportation à l'étranger. C'est ainsi que Bruno Mattei est devenu Vincent Down sur la plupart de ses films. Voilà, et Joe Blood Benson, c'est un peu un hommage en fait à tous ces réalisateurs italiens qui ne tournent plus d'ailleurs pour la plupart aujourd'hui, certains sont même décédés. Voilà, c'est un hommage à toute cette période et toute cette époque révolue du cinéma bis italien. Alors, je sais que le montage de ton film a été une aventure autant que le tournage lui-même. Alors, est-ce que l'on peut dire que la différence est énorme entre le scénario initial et le film fini, monté, distribué? Complètement. Initialement, le film avait été prévu pour être, à l'époque, un court-métrage amateur. On a commencé le tournage avec l'idée d'un court-métrage. Ensuite, pendant le tournage, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être, vu les moyens et le temps dont on disposait, peut-être qu'on avait la possibilité de faire un long. Et on voulait un peu partir dans un long métrage à la N.G. Mount, le réalisateur d'Alien Platoon, Dinosaur from the Deep, et bien d'autres films. Donc on voulait partir dans un délire long métrage amateur, quoi. Et puis en fait on s'est rendu compte au cours du tournage et surtout ensuite en deuxième partie après le tournage en période de post-prod que malheureusement comme on n'avait pas de scénario, le film était incohérent scénaristiquement parlant et que donc on ne pouvait pas se permettre de faire. On avait le matériau, on avait la longueur pour faire un long, mais on aurait fait un film décousu avec beaucoup de remplissage, de séquences avec ni queue ni tête. Donc on s'est rabattu sur le format moyen métrage qui était pour un format bâtard, mais qui permettait de quand même pouvoir exploiter le film sur une longueur, avoir quand même une certaine durée dans le temps du film. Donc le film faisait 44 minutes. La version que vous verrez, qui est une version Director's Cut 2006, est beaucoup plus courte puisqu'elle fait 33 minutes et on a énormément raccourci le métrage et on a retravaillé beaucoup les effets spéciaux. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et le film gagne en intensité, en rapidité, et, en punch, quoi. Voilà. Bien. Bon, Franck, à part Sylvaine, dont le rôle n'est pas franchement défini ou au début du film, apparemment elle serait du service contre-espionnage, donc c'est un rôle féminin. Est-ce que pour toi c'était très important dans le film qu'il y ait une relation amoureuse entre homme-femme, ce qui n'est pas le cas dans le film finalement, mais est-ce que finalement tu y avais pensé au départ, ou est-ce que tu as remplacé ça peut-être par la relation entre copains, Claude et Cœur de Veille, les deux personnages principaux du film? Est-ce que ça avait une importance primordiale dans le film ou pas, une rencontre amoureuse ou simplement amicale, un échange on va dire? Est-ce que c'était important? C'était forcément important? Alors écoute, je vais te répondre, c'est très simple en fait. Pour moi, l'idée d'abord c'était de pas aborder les relations humaines, surtout tout ce qui était du domaine amoureux, affectif, etc. En fait, je voulais faire un film assez froid, assez
donc il n'était pas trop question de faire intervenir des sentiments des émotions d'ordre affectif qui soient du domaine amoureux, etc. Donc déjà à ce niveau-là, pas de love story comme on dit entre les personnages. Effectivement, il y a une certaine camaraderie virile entre certains personnages masculins, mais enfin bon, c'est surtout au niveau, ça passe beaucoup par une attitude, un comportement, c'est pas vraiment équivoque, hein, on peut pas dire que ça prête à confusion, c'est très simple, c'est assez viril, les mecs on sent qu'il n'y a pas vraiment d'atomes crochus entre eux, ils sont plus là parce qu'ils sont contraints et forcés de faire des choses ensemble, en l'occurrence d'aller à la pêche au fût toxique, et puis ils sont envoyés dans cette forêt un peu sur commande, quoi, et donc ils savent pas trop ce qu'ils viennent foutre là, ils sont paumés, ils ont une vague mission à accomplir, voilà, donc les relations sont assez fonctionnelles, on va dire, voilà, c'est très fonctionnel, et il n'y a pas de love story. Effectivement, la présence des personnages féminins dans le film, c'est-à-dire en fait qui brillent surtout par leur absence, on a simplement deux ou trois interprètes féminines, donc Sylvaine Charlet, qu'on a eu la chance de pouvoir avoir sur ce tournage, qui est venue nous rejoindre en cours de tournage et qui a un rôle secondaire, donc qui joue le rôle du professeur Farmer, qui est un personnage qui fait de la recherche et qui est le bras droit en fait de Kane Smith, qui est un politicien corrompu, véreux, etc. Donc il y a une séquence entre ces deux personnages et effectivement c'est la confrontation, etc. Donc là on avait un peu un caractère féminin assez fort, quoi. Sinon le reste c'est des nanas qui jouent des rôles de zombies en fait, de figuration. Et voilà, donc pourquoi il n'y a pas de femmes dans le film? Tout simplement parce que c'est un tournage amateur. Donc il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent. On a tourné souvent dans des conditions assez trash, quoi. Elles n'avaient pas d'endroit, elles n'auraient pas vraiment eu d'endroit pour poser leurs fesses. On n'avait pas emmené de coussin avec nous pendant le tournage du film. On tournait dans des endroits un peu crado, des décharges publiques, des terrains vagues. On a tourné une partie du film pendant l'hiver, donc on avait de la flotte, de la gadoue, des intempéries. Donc en fait, on s'est retrouvés... Voilà, à part aller chercher des nanas dans les milieux gothiques, indus, punk et autres, là effectivement il y a des nanas un peu hardcore avec l'esprit un peu ouf, quoi. Je vois pas trop où on aurait pu trouver des filles suffisamment impliquées dans le processus créatif pour venir participer au tournage. Voilà. Oui, alors le personnage incarné par Claude, donc qui devient le personnage principal, d'abord simple participant au début, finalement devient jusqu'à la fin le héros central. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que l'on pourrait vraiment penser que Claude, je ne connais pas son nom de famille, Claude possède quelques attraits qui lui permettraient vraiment de devenir un comédien à part entière, par son jeu, son physique? Alors, écoute, c'est simple, le tournage a été en grande partie fait avec des acteurs, des comédiens amateurs, des gens qui n'avaient pas forcément d'expérience de la caméra ou d'un tournage avant de participer à ce film. Donc il faut quand même dire que Claude, dont tu parles, qui s'appelle Claude Becquet, qui est l'ami d'un ami en fait, qui m'a été présenté par un ami pour le tournage, vient de La Poste en fait. C'est l'endroit en fait où ont été recrutés une partie des comédiens présents sur le tournage de Zombie Killer. Il faut savoir que mon ami donc Celtic, qui incarne le rôle du cyborg dans le film, travaillant à La Poste, a fait une partie du casting, a fait donc une partie du casting à La Poste en fait, et on s'est retrouvé avec ses collègues de travail sur le tournage du film, et ça c'était très marrant parce que tournage amateur avec un petit budget, délire, etc., des prothèses, des maquillages gore, etc. Les mecs ne connaissaient pas du tout ça. Et en fait au début ils n'étaient pas très à l'aise. Et finalement, il y a une personne qui s'est détachée du lot, effectivement, c'était Claude. Donc, moi j'ai trouvé qu'il était très, très professionnel, en fait, quoi. Très professionnel, et puis très carré, très présent, il avait vraiment une présence. Donc il s'est détaché petit à petit, il s'est distingué pendant le tournage. Et comme les personnages, le scénario n'était pas vraiment écrit, moi j'ai utilisé ça, justement. J'ai utilisé les capacités de chacun à participer, à s'impliquer dans l'histoire. Et finalement, c'est un peu lui qui est devenu le rôle principal parce que c'était lui qui avait le plus d'aisance
avaient le plus de facilité à interpréter, à dire du dialogue, etc. Et donc c'était vraiment super, quoi, parce qu'au départ, je me voyais pas du tout porter le poids du film sur ses épaules à lui, et en fait, finalement, il a très bien assuré. De même que les autres, hein. Il y a aussi eu des gens qui ont très très bien assuré, qui n'étaient pas du tout comédiens, je le répète encore une fois, qui sont des amateurs, et pour qui c'était un premier tournage pour certaines personnes. Et donc, je lance un message d'ailleurs à Claude. Claude, si tu m'écoutes, je te dis, tu as de grandes capacités pour participer à la comédie sur un film, et je t'encourage à le faire d'ailleurs, à renouer contact avec des équipes de tournage, à rejoindre des équipes, des films en cours, amateurs d'ailleurs, ou autres. Hein. Si tu as l'opportunité de le faire, n'hésite pas, parce que tu as vraiment un grand potentiel. Et en fait, voilà, et même si tu peux, essaye de monter aussi sur les planches, parce que ça c'est génial de faire du théâtre quand on a des capacités de comédien. Donc je t'encourage à le faire, parce que je sais que tu peux le faire. Donc voilà, c'était un message personnel. Et puis voilà. Moi, je voulais rajouter une chose. On en a parlé entre nous, mais justement, s'il y avait une suite à ce film, est-ce que... Là, tu peux pas me répondre, mais ce serait peut-être intéressant, puisque Claude est le personnage principal, s'il remettait une couche, justement, s'il y avait une suite, quoi. Si on le voyait dedans à nouveau. Écoute, ça semblerait normal, quoi. Ouais, de toute façon, moi j'ai effectivement l'idée d'une suite. Zombie Killer 2, en fait, évidemment, sous-titré Made in Hell, c'est-à-dire fabriqué en enfer, et donc c'est une idée, effectivement. J'aimerais bien éventuellement renouer avec certaines personnes un peu que j'ai perdu de vue depuis quelques années, pour des raisons X et Y. Voilà, donc j'aimerais bien relancer les choses avec certains acteurs, comédiens du film, et notamment Claude, en fait, qui est vraiment, pour moi, la clé de voûte du premier Zombie Killer, en fait, sur qui tout repose, quoi. Sur qui l'édifice entier du film repose en termes d'interprétation. Donc effectivement, Claude, si tu m'entends, n'hésite pas à me recontacter pour participer au tournage et à l'élaboration de Zombie Killer 2, donc, qui sera probablement mis en chantier dans le courant de l'année 2007 si tout va bien. Voilà. Ok. Est-ce que tu as eu peur par moment ? Bah oui, parce que oui, j'ai eu peur, oui, ça m'est arrivé, ouais, effectivement, parce que certains jours déjà la météo était pas très clémente, on savait pas si on allait pouvoir tourner toutes les séquences, tous les plans, etc. qu'on voulait tourner dans la journée. Donc déjà sur un plan organisationnel, j'étais pas toujours au top, et des fois j'ai eu peur effectivement de rater le coche. Et puis d'autres fois, quand vous avez toute l'équipe qui vient vous voir en vous disant ça marche pas, et puis ça marche pas non plus, et puis ça marche pas, il y a un problème avec cette ligne de dialogue qui passe pas, que j'arrive pas à sortir. L'effet spécial il va pas marcher parce que on n'a pas pris assez de temps pour le préparer, etc. Donc ouais, effectivement, j'avais par moments la pression, surtout. Pourquoi ? Parce qu'on est des amateurs, on est tous des bénévoles, je le répète encore une fois. Donc qui dit bénévolat dit qu'un jour, on a toute l'équipe sur le lieu de tournage, et puis si ça se passe mal, et le lendemain il n'y a plus personne. Voilà, en gros c'est un peu ça aussi le bénévolat, c'est que, moi ça m'est pas arrivé, mais c'est vrai que quand on est bénévole et que les gens sont pas payés, si on n'assure pas un minimum au niveau de l'intendance et de la prestation avec les gens, effectivement ça peut très mal se passer. Et puis il y a eu aussi des moments de doute, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait ? Est-ce que c'est intelligent ou pas ce que je fais ? Est-ce que ça a du sens ? Donc en l'occurrence, moi j'arrivais avec la pression déjà sur le plateau, enfin sur le lieu de tournage, et puis les acteurs eux aussi avaient la pression parce que c'était des amateurs, ils connaissaient pas forcément le boulot, donc je leur mettais la pression, ils me remettaient la pression, et puis en fait c'est une histoire de pression. Voilà. Donc ce qui nous a permis en fait d'éviter les clashs et les problèmes, c'est en fait de mettre les principes au-dessus des personnalités. Parce que si on met les personnalités en avant dans ce genre d'aventure humaine, effectivement on va des confitures, des clashs, des problèmes d'ego, etc. Donc ça, grâce à Dieu, ça nous a été épargné. Le tournage s'est super bien passé, il y avait une ambiance vraiment détendue, bon enfant. Quand il y avait des moments de tension, ce qu'on faisait, c'est qu'on arrêtait la caméra, on soulageait les projos, on s'asseyait, on prenait une petite bière, on discutait, et puis les choses s'arrangeaient, puis on repartait quand ça allait mieux. Voilà, donc c'était vraiment... je crois que ça a été un des aspects les plus cool en fait du tournage, quoi, la relation humaine entre les différents protagonistes et participants du film. Ta culture cinématographique,
zombiesque couvre une large palette horrifique. Romero, Fulci, Mattei. Alors que dire? La réponse serait-elle déjà dans la question? Y a-t-il une préférence fulcienne ou une perversion mattéienne? Cela dit, j'oubliais le lac des morts vivants. Tu dis ça parce que dernièrement tu as revu Oh, quelle jouissance! l'infâme virus cannibale de Bruno Mattei, c'est pour ça que tu... Ah non, mais les lacs des morts vivants, les zombies en verre, et le haut seigneur Jean Rollin, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Enfin Ça y est, bref. il a reconnu quand même son film, son bébé. Non, je crois pas. Frayeur, L'Enfer des zombies et L'Au-delà. Et ce triptyque là, cette trilogie m'a profondément marqué, influencé. Pourquoi? Parce que Fulci, c'est vraiment le pape du morbide, quoi. C'est le maître du macabre, comme pouvait l'être Mario Bava, par exemple. C'est des gens qui travaillent, qui ont un style graphique, visuel absolument fabuleux, quoi. Leurs films sont tournés avec les tripes. Franchement, c'est puissant, quoi. C'est vraiment, j'ai vraiment adoré cette série de films de zombies de Fulci. Et quand je les ai découverts, à l'époque en VHS, ça a été la claque, quoi. La claque. Au même titre que ça a été la claque avec les films de Romero, hein, la trilogie des morts vivants de Romero, qui est maintenant une tétralogie, bien que je sois moins fan du dernier opus. Voilà, j'ai profondément été marqué par ces films-là, et je crois que en fait, Zombie Killer, c'est un hommage aux films de ces gens-là. Voilà. Oui, je voulais rajouter autre chose. Est-ce que par hasard, tu te sentirais inspiré par l'œuvre Je suis une légende? Est-ce que tu pourrais en tirer quelque chose? Alors, moi j'ai lu Je suis une légende de Richard Matheson, et ça m'a laissé... ce bouquin m'a mis KO, quoi. Parce que je retrouvais dans ce bouquin, en fait, une partie de mes délires adolescents, ce sentiment d'exclusion que j'ai eu, moi, pendant très longtemps, surtout à l'adolescence. Et j'ai retrouvé ça de manière très très forte dans ce bouquin, en fait, qui est l'histoire d'un type, le dernier homme de l'humanité, en gros, quoi. Toute l'humanité a disparu, il est seul et il est confronté à une horde de créatures fantomatiques, inquiétantes. On ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est des vampires? Est-ce que c'est des zombies? Est-ce que c'est des démons? On ne sait pas. Voilà, il est confronté à ça et finalement on découvre que en fait c'est lui le monstre, et enfin c'est vraiment génial. Donc pour répondre à ta question, ouais, j'adorerais faire une adaptation en moyen ou long métrage de ce scénar, de cette histoire. Ou en tout cas m'en inspirer suffisamment pour pouvoir réaliser effectivement un film. Et d'ailleurs je trouve que 28 jours plus tard, par bien des aspects, rejoint cette histoire, quoi. Et je pense que ce film est un hommage à ce bouquin de Richard Matheson. Et moi j'aimerais vraiment pouvoir le faire également, quoi. Bon, bah on va attendre la suite alors. Voilà. Oui, alors est-ce que la toile de fond de ton film Zombie Killer est un message ou juste un prétexte? La toile de fond, c'est un moyen métrage fantastique, un peu gore, un peu trash, un peu underground, un peu expérimental. Donc ça, je dirais que ça c'est la forme. Le fond, c'est ça pourrait être effectivement le message qu'il y a derrière. Donc quel message il peut y avoir dans Zombie Killer? Moi je pense que j'ai essayé de faire un film qui d'une certaine manière pouvait prétendre raconter un peu l'histoire d'une exclusion, mais aussi l'histoire d'une manipulation. Donc effectivement il y a un message en filigrane derrière, hein, sur lequel j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais il y a, on va dire qu'il y a un peu l'idée du complot, qu'il y a un peu l'idée de la manipulation, de la conspiration. Tout ça, c'est des thèmes que j'aime, qui me passionnent et que j'ai essayé d'aborder de manière un peu détournée dans Zombie Killer, en fait. J'ai voulu montrer un peu ce que c'était que des types qui étaient livrés à eux-mêmes dans un futur dévasté, dans une civilisation qui est au bord du chaos, de l'effondrement. Voilà, évidemment, c'est à un niveau... on n'a pas pu tourner, on n'avait pas les moyens hollywoodiens, donc on a ramené ça à une espèce de huis clos en forêt. Mais bon, j'ai essayé vraiment de montrer, de souligner, en mettant aussi beaucoup d'humour, parce que c'est quand même un film amateur, donc il faut quand même une certaine distanciation, ça peut pas être que du premier degré tout le temps, donc une certaine forme d'humour, de détachement, de cynisme, on va dire, dans les dialogues, etc.
Et voilà, j'ai voulu raconter un peu cette histoire de manipulation, voilà, j'avais envie d'aborder ce thème-là. Et puis il y a un thème pour moi qui est... Alors là, c'est pas un message, c'est un thème qui est fort pour moi, c'est le thème de la déshumanisation. Voilà, la déshumanisation de notre société, et ça passe pour moi par le personnage du zombie, en l'occurrence, et aussi du cyborg, qui est une espèce d'avatar d'être humain, en fait, complètement déconnecté de sa personnalité, et qui en fait d'ailleurs se fait détruire par les zombies qui sont encore plus féroces que lui. Donc c'est assez marrant en fait de jongler avec tous ces concepts et tous ces symboles, et de les mettre en scène dans un film amateur, et d'essayer d'en faire une histoire, on va dire. Voilà. Alors, je disais, et on disait tous les deux, que Claude pourrait en avoir un avenir assuré en tant que comédien, mais il restera célèbre pour une phrase également célèbre, le tupige mec, qui au départ était une simple phrase du dialogue. C'est pas vraiment une question en fait. On sait. Oui, c'est une anecdote. On va dire que oui, effectivement, Claude, il a réussi à mettre beaucoup d'humour dans son interprétation, et il a réussi à s'approprier les répliques qui n'étaient pas toujours évidentes à sortir, parce que moi j'ai tendance à faire du Shakespeare de pacotille quand j'écris. Donc effectivement, des fois il venait me voir en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, je vais jamais pouvoir sortir cette réplique-là. Et en fait, le tupige mec qui fait comme ça avec son petit air. Bon bah voilà, il nous en a fait beaucoup comme ça, et puis il y en avait aussi beaucoup dans le making-of qui sera pas sur l'édition DVD que j'ai perdu malheureusement. Il y avait beaucoup d'humour lors du tournage, et surtout dans les répliques, quoi. Ils ont réussi à faire passer des trucs qui du coup donnent vraiment un côté sympa au film, quoi. D'accord. Alors le thème du zombie, bon, il a une résonance personnelle chez toi. Ces morts ou non morts qui viennent dévorer la vie, un peu comme les vampires. Est-ce que dans ta tête, je sais pas, est-ce que tu as développé une espèce de mythologie en fait, qu'est-ce que tu en penses finalement des zombies Ben écoute, en fait le zombie, en fait ce qui se passe, c'est que pourquoi j'ai voulu faire un film de zombies en fait, déjà parce que dans les années 80 il y a eu une mode du film de zombies, comme il y a eu une mode aussi du film de démons, comme actuellement il y a une mode du film de vampires, qui se termine d'ailleurs un petit peu. Donc c'est quand même une figure gothique, hein, le zombie. Hein. Il y a de très très bons films de la Hammer et des films des années 60, etc., qui prennent cette figure emblématique pour en faire un héros ou un anti-héros en fait. Et moi donc j'ai utilisé le zombie. En fait, qu'est-ce que ça représente pour moi? En fait le zombie, et d'ailleurs ça rejoint la thématique des films de Romero, hein, moins de Fulci, hein, parce que vraiment dans les films de Fulci c'est vraiment un élément surnaturel qui investit, pénètre la réalité et détruit en fait tout sur son passage, alors que dans les films de Romero il y a vraiment une critique de la société, il y a vraiment voilà, une mise en scène de la société au travers du zombie, des déficiences, des dysfonctionnements de l'être humain tel qu'il est aujourd'hui dans la société occidentale contemporaine, cette société de consommation qui n'a pas réglé encore le problème qu'elle avait avec la mort. Donc c'est une figure puissante du fantastique, du bestiaire fantastique, et moi j'ai vraiment j'ai un amour pour cette créature en fait. Le zombie pour moi exprime énormément de choses. Pour moi le zombie représente, j'ai toujours une pensée en fait émue quand je vois le zombie, parce qu'en fait je pense, quand je vois cette créature dans les films, je pense aux toxicomanes, je pense à l'alcoolique, je pense au SDF, je pense à tous ces êtres en fait humains qui sont en souffrance, qui ont perdu une partie d'eux-mêmes, qui sont à la recherche de cette partie d'eux-mêmes. Donc c'est une quête. En fait, le personnage du zombie accomplit une sorte de quête. Et c'est un personnage en quête de rédemption, bien que la rédemption ne soit pas possible pour lui, puisqu'en fait il ne peut pas racheter l'âme qu'il a vendue ou qu'il a perdue. Donc il erre à la surface de la terre, ad vitam aeternam, ad nauseam, mais en fait il ne peut plus se sortir de ce cauchemar. Donc il est en même temps spectateur de sa propre déchéance, et il est acteur de son propre cauchemar, et
il se délite, il est déliquescent hein, tout au long de la durée du film. On le voit, son aspect corporel qui se putréfie, il y a des réalisateurs qui sont allés très loin là-dedans. Moi, je suis fasciné par ce côté-là de la réalité fantastique, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que cette réalité-là existe réellement dans la réalité. C'est-à-dire que le zombie existe réellement dans la réalité. C'est une créature qui a été inventée par notre société, qui existe, qui est là. Seulement on ne la voit pas, on ne le perçoit pas avec ses yeux-là. Mais en fait, effectivement, le toxicomane, l'alcoolique, le SDF, et tous ces gens-là sont des zombies quelque part. Ce sont des gens qui ont perdu une partie de leur âme, une partie de leur personnalité, qui se cherchent, qui sont assoiffés, affamés de vie. Et en fait, dans le film fantastique, ça se traduit par une faim de chair humaine. Mais en fait, cette chair humaine représente la vie. Et donc, c'est vraiment... Il y a ce besoin viscéral de se nourrir de la vie. De la même manière que le vampire, je dirais. Hein, ces créatures-là sont très proches. Et moi, je suis fasciné par ces créatures. Et par leur aspect. Voilà, c'est quelque chose qui me... Et je pense que j'y reviendrai, de toute façon. Alors, pour finir... Alors, tu es un peu homme orchestre à ta manière, réalisateur, bidouilleur de sons électroniques et joueur de didgeridoo pour la partie musique. Alors, de quelle planète viens-tu ? Qui es-tu, Franck ? Eh ben, moi, effectivement, je suis vidéaste amateur, je suis musicien, bidouilleur de sons électroniques, compositeur de musique techno, instrumentiste au sein d'un groupe qui tourne pas mal depuis quelques années. Donc, effectivement, j'ai plusieurs cordes à mon arc. C'est très cool, quoi. Je suis vraiment ravi de pouvoir faire toutes ces choses. J'espère pouvoir reprendre très bientôt le tournage d'un film. Donc voilà, je viens d'une planète un peu à l'extérieur du système solaire, qui a la planète du cinéma bis, du cinéma fantastique, qui est une planète où il y a beaucoup de gens d'électrons libres, on va dire, de fous, de créatifs, d'imaginatifs, etc. Donc je viens de cette planète-là et j'en suis très content finalement. La planète délire, on va dire, on va l'appeler comme ça. Et bon, moi j'ai eu aussi des expériences avec des drogues hallucinogènes, donc ça m'a permis aussi de développer tout un espèce d'univers psychédélique, expérimental. Donc j'ai envie de travailler aussi là-dessus maintenant un peu plus. Peut-être que ce que j'ai fait avec Zombie Killer, qui était quand même une ébauche, on va dire que Zombie Killer est une ébauche de ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai des projets, hein, j'avais l'idée d'un film qui s'appelait Diabolus in Musica, qui était basé sur l'idée de la transe, et là en l'occurrence de la transe satanique, c'est-à-dire l'idée de la possession démoniaque par des individus et par le biais de la musique. Hein. Dans les films italiens des années 70-80, il y a souvent l'invasion des forces surnaturelles, et ça passe souvent par le biais d'un personnage comme le médium, qui va déclencher des événements surnaturels en fait, parce qu'il va se connecter avec des forces qui sont présentes dans une autre réalité que la nôtre, mais une réalité connexe, on va dire. Et en se connectant à ces forces, en fait, il leur donne en fait la possibilité d'investir et d'envahir notre monde. Et ça, j'ai envie de travailler là-dessus. Avec Diabolus in Musica, déjà, j'avais un peu concrétisé cette idée, j'avais mis cette idée-là en scène. Ça devait être un long métrage, mais c'est pas fait parce que j'ai eu de gros problèmes d'élaboration et surtout j'ai eu de gros problèmes relationnels avec un producteur, donc ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, le film est dans un tiroir. Je pense que je reviendrai sur ce film. Hein. Je reviendrai sur cette idée. Il y a aussi l'idée de Zombie Killer 2, donc voilà, il y a des choses à faire. Je fais aussi de la musique, donc je suis partie prenante aussi d'un processus créatif musical qui est complètement différent de l'univers cinématographique, mais qui s'y rattache, parce qu'en fait, moi j'aime bien l'idée de l'hypnose, de la transe, de la boucle. Voilà, par exemple, certains films comme Hellraiser de Clive Barker sont vraiment géniaux, surtout le 2, parce qu'ils montrent très bien le processus du labyrinthe dans lequel les gens sont coincés, et des choses qui se reproduisent comme ça. Et moi j'ai eu des expériences qui font qu'à un moment donné j'étais aussi dans cette espèce de processus de boucle en fait.
de réminiscences, de répétitions, de choses, etc. que je comprenais pas et qui pouvaient être d'ailleurs inquiétantes, horrifiques. Donc j'ai envie de me servir de tout ça aujourd'hui pour faire un film, alors là pour le coup beaucoup plus abouti je pense que Zombie Killer. Utiliser un peu cette folie, on va dire, hein, cette folie de la transe, de la possession, de l'inconscient collectif, utiliser tout ça pour mettre tout ça dans un film, en faire quelque chose d'assez viscéral, d'assez... pas forcément gore, mais en tout cas prenant, quoi, tripant, on va dire, voilà, tripant c'est le mot. Voilà. Bah merci Franck, c'était génial. Merci.